Bienvenue dans Tu me régales, le podcast où l'on parle de cuisine, de culture et de tout ce qu'on projette dans nos assiettes. Moi c'est Estelle, spécialiste en cuisine japonaise et devine quoi aujourd'hui? J'ai envie de te parler de cuisine japonaise, mais pas celle qu'on admire, celle qu'on mange vraiment. Oui, il y a une différence. Pour ça, je vais revenir un petit peu en arrière et te parler de comment moi j'ai commencé la cuisine japonaise parce que c'était une autre époque. Alors, j'ai un amour pour le Japon d'une manière générale depuis mon adolescence. Et de fait, comme la cuisine est très représentée dans la pop culture japonaise, les mangas, les animés, je me suis très vite mise à la cuisine japonaise. Alors pas de manière fanatique, hein, je n'ai jamais été une grande... Enfin, je suis une bonne gourmande, j'aime bien bouffer, j'aime bien cuisiner, mais pas nécessairement au sens technique du terme. Voilà, j'aime bien, je suis très instinctive dans ma cuisine. Quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était pareil. J'ai appris la cuisine japonaise à l'ancienne, ok ? Avec des livres de cuisine, notamment des ouvrages de Laure Quillet, hein, qui est qui est un peu une référence quand on veut découvrir la cuisine japonaise parce que elle fait vraiment beaucoup d'ouvrages par an et c'est toujours des livres autour des grands débutants ou sur des recettes très spécifiques. Donc moi j'avais un livre, Les bases de la cuisine japonaise, et aussi et surtout par le biais d'un blog. Parce que oui, à l'époque il n'y avait pas autant l'essor de YouTube, de vidéos, etc. Même si la personne qui tenait le blog faisait aussi des vidéos, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins populaire. Fallait vraiment avoir de la ressource pour trouver les informations. Et donc moi, j'ai beaucoup utilisé un blog qui s'appelle avobaguettes.com peut-être. Alors c'est un blog qui est fini, hein. Aujourd'hui il est plus du tout alimenté depuis plusieurs années. Il est un peu vieillot, on va pas se mentir, mais à l'époque il répondait super bien à des questions évidentes. Notamment parce que c'est une Française qui vit au Japon, qui est mariée avec un Japonais, et du coup qui partageait vraiment des recettes de la cuisine du quotidien. Voilà. Quand je me suis penchée un petit peu sur la cuisine japonaise, je suis nécessairement tombée sur son blog. J'ai pas spécialement trouvé les recettes compliquées, c'était même des choses assez simples, avec très peu d'ingrédients, souvent toujours les mêmes, voilà, qui décrivaient assez bien dans ses vidéos chaque étape, donc c'était très utile. Il y a aussi le fait que j'ai peut-être pas trouvé ça très difficile parce que je l'ai expliqué dans d'autres épisodes et également dans la newsletter que j'ai envoyée récemment. Alors si jamais la newsletter ça t'intéresse, il faut aller télécharger un de mes e-books dans les ressources gratuites de mon site umican.fr sur la partie blog et tu recevras automatiquement mes newsletters. Voilà, c'était la page de pub. Donc j'en ai parlé donc, dans cette newsletter et dans quelques ressources juste avant. Pour moi, c'était pas très difficile de trouver les produits en lien avec les recettes japonaises parce que j'ai un père asiatique, donc j'ai eu l'habitude de côtoyer des épiceries asiatiques. Quand j'ai voulu tester des recettes de Avo Baguette, je suis simplement allée dans les épiceries où j'avais l'habitude d'aller et j'ai chopé des produits que je trouvais dans les rayons sans vraiment trop me poser de questions. L'autre point, c'est que j'ai fait mes études dans un lycée. Alors, je faisais des études supérieures, mais j'étais dans un lycée dans lequel il n'y avait pas de cantine. Voilà. En tout cas, pour les étudiants du supérieur. Pendant 2 ans, j'ai fait mes études un petit peu à distance de chez moi, donc le midi, je pouvais pas rentrer pour manger. Et de fait, je devais me préparer ma bouffe pour tous les midis. Donc, j'ai bouffé des salades de pâtes et des salades de riz, voilà, et des sandwichs pendant 2 ans. Très vite, comme j'étais intéressée par le Japon, est venue l'idée de me faire des boîtes à bento. Voilà. Donc les boîtes à bento, qu'est-ce que c'est ? C'est des lunchbox, hein, c'est des boîtes qui sont vraiment bien optimisées pour transporter un repas le midi. Donc il y a plusieurs étages, il y a la possibilité de mettre des couverts, des choses comme ça. Je prenais mes boîtes à bento, donc mes boîtes à déjeuner, et puis je les garnissais de mes préparations, et les gens étaient toujours en train de regarder en mode « Ah, c'est marrant ta boîte et tout, ah, c'est marrant ce que t'as mis dedans, etc. » Donc voilà, donc pendant plusieurs années, batch cooking, cuisine japonaise, boîte à bento, c'était un peu mon quotidien. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas abordé ça en me disant que c'était une cuisine qui était difficile, qui était inaccessible, etc. J'ai fait ça de manière très instinctive. Alors, si je dois quand même parler franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir testé des recettes où je me suis dit, mon Dieu, c'est incroyable, c'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on voit ou ce qu'on entend sur la cuisine japonaise, c'est toujours
Il y a toujours beaucoup d'émulation autour. On en parle toujours avec... on est très élogieux sur la cuisine japonaise. On en parle souvent comme une cuisine excessivement bonne, etc. Et moi, de cette époque-là, je me rappelle avoir cuisiné des choses très simples, qui étaient bonnes, mais que j'avais pas envie nécessairement de manger tous les week-ends. D'autant que je devais déjà les manger toute la semaine. Donc voilà, je me suis pas sentie subjuguée. J'avais pas... une attente excessive parce que de ce que j'avais goûté, je trouvais ça bon mais pas exceptionnel. Pour être tout à fait honnête, je pense que ça remplissait bien les cases à cocher, c'est-à-dire que c'était pratique, c'était facile à faire et c'était bon. Voilà. Donc ça remplissait vraiment toutes les cases attendues pour mes boîtes à bento du midi, quoi. Mais c'est vrai que 20 ans plus tard, je lance mon activité en indépendance. Oui, 20 ans, ouais, je sais. Donc 20 ans plus tard, je lance mon activité en indépendance et quand je lance mon activité, je me lance dans la cuisine japonaise. Et là, me vient la réflexion de, ok, je ne peux pas donner la cuisine japonaise comme moi je la cuisine ou comme moi je la maîtrise, tout simplement parce que les gens ne sont pas passés par le même chemin que moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas découvert d'abord des petites recettes faciles. Et en même temps, aujourd'hui, l'environnement des médias a bien changé. Aujourd'hui, on a beaucoup de contenu en ligne, on a beaucoup de représentations de la cuisine japonaise, souvent spectaculaires. Bah, en fait, il faut à la fois faire matcher les attentes des gens qui viennent à mes ateliers, c'est-à-dire l'image que eux ils ont de la cuisine japonaise, et en même temps ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle n'est pas peut-être. Faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas quand même une dissociation entre ils sont venus en ayant une idée en tête et puis derrière le résultat, ou le goût d'ailleurs, ne leur convient pas. Et ça m'est arrivé dans certains ateliers d'avoir des gens qui repartent, qui me disent ah bah c'était super, j'ai appris des trucs, mais je referai pas la recette, ou alors le goût m'a pas plu. Voilà, bon, tous les goûts sont dans la nature, on est d'accord, mais l'idée c'est d'essayer quand même de leur donner des pistes de réflexion et de les laisser aussi instinctivement tester des choses de leur côté, parce que moi c'est comme ça que j'ai fait. Et le ramen, par exemple, je vais en reparler parce que le ramen c'est un vrai sujet. Le ramen, par exemple, moi quand je suis allée au Japon la première fois, j'ai goûté des ramen. Évidemment que j'ai trouvé ça très très bon. Honnêtement, c'est pas pour autant que je suis rentrée et que j'en ai fait. J'ai fait très peu de ramen dans ma vie, je commence seulement à en faire maintenant. Et quand j'y suis retournée, spoiler alerte, j'en parlerai après. Comme ça, t'es obligé de rester jusqu'au bout de l'épisode. Alors, il y a un truc aussi. Moi, personnellement, j'ai un genre de biais. Alors, je ne sais pas s'il y a un terme scientifique qui existe pour ça, mais j'ai un genre de biais de difficulté ou biais d'effort. C'est-à-dire que j'ai du mal à reconnaître la valeur de quelque chose dont je n'ai pas eu besoin de faire des efforts pour. Waouh, elle est incroyable cette phrase. En gros, j'ai l'impression de m'accomplir quand j'en ai chié. Pour faire au plus simple. C'est vrai que si j'obtiens les choses de manière trop facile, peut-être que je vais pas donner autant de valeur. Et finalement, si tu regardes bien, la manière dont j'ai appris la cuisine japonaise, c'était de manière très simple. Je n'ai pas le souvenir que ça m'ait demandé de la difficulté. Et du coup, peut-être que mon interprétation du goût est mauvaise à ce niveau-là. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien que les choses me demandent des efforts. Si j'arrive à faire quelque chose de manière trop facile, je vais souvent me dire que je suis passée à côté de la recette, ou je suis passée à côté du goût, ou je suis passée à côté de la technique, mais je suis passée à côté de quelque chose qui a fait que j'ai pas compris, parce que ça ne peut pas être bon et facile. Alors c'est un biais, hein. Attention, je dis pas que c'est la bonne façon de faire, c'est juste que c'est à la fois un cadeau et une malédiction, parce que d'un côté, ça fait que je creuse mes sujets, j'ai de l'humilité suffisamment pour me dire « Ok, je veux aller vraiment creuser le sujet parce que je suis pas sûre d'avoir compris. » Et d'un autre côté, c'est une malédiction parce qu'effectivement, peut-être que je me complique la vie sur des sujets alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Et peut-être que j'ai une mauvaise attente sur certains sujets alors qu'en réalité, c'est tout, c'est comme ça. C'est peut-être juste moi qui... Par exemple, qui n'aime pas la saveur d'un plat, c'est pas que je l'ai raté, c'est juste moi qui n'aime pas cette saveur. Ça peut aussi générer ce type de réflexion. Moi, le Japon, c'est un coup de foudre au départ, sans parler forcément de cuisine. Je suis tombée amoureuse du Japon quand j'étais adolescente et ça n'est jamais vraiment parti. Il y a eu une période de ma vie où le Japon n'était plus présent, mais dès que j'ai remis les mains dedans, je suis à nouveau retombée amoureuse de ce pays. Et fin du coup de foudre en décembre 2025, je pars au Japon et c'est fini. Je ne suis plus amoureuse du Japon. Que dire ? Fin du coup de foudre, déception, surprise ou soulagement, je ne sais pas. Quelque chose s'est arrêté à ce moment-là. Alors évidemment, ça s'est pas arrêté à ce moment-là pile, ça avait déjà commencé à s'installer, mais il y a quelque chose qui s'est fini quand je suis allée au Japon. Ne t'inquiète pas,
je ne vais pas arrêter les ateliers de cuisine, non. Alors, quand j'ai commencé mon activité en 2022, donc d'atelier de cuisine, le Japon était encore fermé, il y avait encore cette période de confinement, etc. Le Japon n'a réouvert qu'à partir de 2023. Oui, 2023, c'est hyper tard. Alors, il y avait des gens qui pouvaient déjà voyager avant sur la période, mais il fallait être accompagné. Enfin, c'était très complexe. Et du coup, moi, j'ai volontairement pris la décision de ne pas me soucier d'aller au Japon les 3 premières années de mon activité parce qu'il fallait me lancer, il fallait créer une notoriété, me faire connaître, etc. J'avais déjà suffisamment de travail. Donc, je voulais pas me rajouter la pression de devoir aller au Japon. J'ai pas envisagé d'y voyager avant 2024-2025. Et donc en 2025, je me dis super, l'activité a commencé à se stabiliser, c'est peut-être le moment pour aller faire un voyage au Japon. Donc je pars avec mon partenaire pendant 14 jours, pour lui c'est son premier voyage, pour moi du coup c'est une redécouverte, et là je me rends compte, j'ai fait une liste de tout ce que je voulais goûter sur place parce que justement pour répondre à ce fameux biais de difficulté qui fait que peut-être parfois j'ai la sensation de proposer des recettes mais de ne pas être sûr que le goût soit vraiment aussi proche que ça du plat japonais. En fait, comme je cuisine à distance dans un autre pays, que j'ai pas toujours accès à tous les produits, peut-être que je passe à côté du goût. Et donc du coup, ce voyage est là pour me faire prendre conscience que je suis complètement à côté, qu'en fait il y a une marge énorme de progression sur mes recettes, etc. Et en fait, non. Quand j'y suis, je goûte des plats et je me rends compte que soit c'est très équivalent à ce que je cuisine déjà, soit c'est parfois un peu moins bon. Alors, je dis ça sans aucune arrogance ou pédance. Voilà, je dis plutôt ça dans le sens, je suis peut-être pas allée toujours dans les meilleurs restos, dans les restos où il y avait c'était peut-être des fast-food, des choses où c'était cuisiné très rapidement et du coup c'était pas la meilleure qualité à chaque fois. Mais je me rends compte que finalement il y a pas mal de choses sur lesquelles je me débrouille assez bien. Voilà, j'ai assez bien sourcé mes produits, assez bien organisé ma cuisine et la technique est là, donc le résultat est là également. Et c'est là où je me dis, ok, il n'y a pas eu de coup de foudre culinaire et pourtant je suis allée au Japon. Donc qu'est-ce qui se passe ? Certes, il n'y a pas eu de coup de foudre, culinaire au Japon quand j'y suis allée. J'avais peur d'être très très loin du résultat et au final, je me débrouille plutôt bien. Je pensais clairement qu'il y aurait une différence de goût en fait entre ce que moi je cuisinais et ce qui était la réalité sur place et non pas tant que ça. Ce qui est assez rassurant quelque part. Ça veut dire que déjà que c'est possible, ça veut dire que mes ateliers sont plutôt qualitatifs et ça veut dire surtout une chose qui est super, c'est que on va pouvoir passer à l'étape supérieure. Ça veut dire que j'ai trouvé mes bons fournisseurs, mon bon équilibre, je maîtrise une grande partie de mes recettes et donc du coup peut-être qu'il est temps de passer à l'étape supérieure, de voir et de tout de suite être émerveillé. Je suis peut-être, alors pas aigrie, parce que aigrie c'est négatif, mais je suis peut-être un petit peu plus, j'échappe un peu à ce syndrome de débutant où le goût, la saveur doivent être différents, que ça doit être très très spécial, que ça va avoir un goût très particulier. Finalement, ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce qui apparaît en ligne, tout ce qu'on met en avant en ligne, c'est la pointe de l'iceberg, parce que je vous rappelle quand même que le Japon est très très loin de nous, donc ce qu'on en voit, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et j'ai dépassé ce stade du coup de foudre, je vois les défauts de cette cuisine, je vois les limites, je vois les différences de sens qu'on donne à la cuisine entre ce que nous on donne comme sens à la cuisine et ce que le japonais pourrait en penser. Je passe dans une autre relation avec la cuisine japonaise, je passe dans une relation long terme, celle où je retombe amoureuse de cette cuisine pour d'autres aspects. Le respect du savoir-faire, le travail acharné, le perfectionnisme, l'autre au centre des attentes, etc. C'est une autre approche de la cuisine japonaise qui débute. Pas moins qualitative, différente. Si jamais ce sujet il t'intéresse, il t'interpelle, sache que j'ai écrit un article qui vient compléter tout ce que je dis ici sur mon blog. N'hésite pas à y faire un petit tour, umikan.fr/blog. Je parle notamment de la différence entre la cuisine japonaise, celle qu'on admire, celle aussi qu'on nous montre, parce que la cuisine japonaise représentée en France est un peu tronquée par rapport à celle qui existe au Japon. Et puis je la mets en parallèle avec la cuisine finalement du quotidien, qui est plutôt simple, pratique, efficace. Je mets le lien en description si tu as besoin d'aller consulter cet article. Alors l'idée c'est quoi ? Déjà, ce qui s'est passé, c'est que ça a remis un petit peu de liberté, je pense, dans ma façon de cuisiner. C'est-à-dire que
Comme tout le monde, au début, j'ai démarré en me disant « Ok, il y a des recettes figées, il faut les respecter, il faut les suivre à la lettre. » Même si j'avais une approche assez instinctive déjà à ce moment-là, que j'hésitais pas à mélanger des choses peut-être qui n'étaient pas sur la liste des courses. En fait, je commence à comprendre que les Japonais non plus, ils sont pas différents de nous dans leur cuisine. Ils mélangent des choses qu'ils aiment, ils créent des façons de faire, ils créent des assaisonnements, etc. Il n'y a pas besoin forcément que ce soit spectaculaire pour que ce soit japonais et inversement. Il y a aussi des choses beaucoup plus humbles, beaucoup plus simples qui peuvent aussi, en fait, ne pas mettre de côté aussi la praticité ou l'utilité dans la cuisine parce que finalement, comme j'expliquais, moi, j'ai aussi beaucoup cuisiné pour une question pratique et économique et pas forcément toujours pour faire des expériences et des tests culinaires excessivement poussés. On peut cuisiner sans livre, on peut adapter sans forcément dénaturer. Je pense qu'il y a quand même un petit travail à faire pour comprendre la logique d'une recette, pour comprendre les fondamentaux, mais après, faut aussi s'approprier une cuisine. Ne pas non plus juste suivre des grandes recettes qu'on voit partout sur les réseaux juste par ego ou parce que c'est ça le truc qui marche en ce moment, mais en fait, c'est ni pratique ni utile. Voilà, il faut réussir à remettre la cuisine dans son contexte et accepter qu'elle n'est pas toujours belle et pour autant, on peut quand même l'apprécier derrière. Elle vit avec son temps, elle vit avec son contexte, son environnement. On voit, si on reprend plein de livres de cuisine françaises qui sont des références en termes de cuisine française, il y a plein de choses qu'on ne fait plus de la manière dont c'est décrit dans le livre, parce qu'aujourd'hui, on a des ustensiles, parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes de cuisson ou des manières de faire qu'on ne fait plus. Voilà. Et pour autant, ça ne dénature pas pour autant le plat. C'est de la bienveillance, de l'humilité, de l'altruisme, à garder en tête qu'on a le droit de se tromper, de cuisiner à l'instinct, sans livre, sans règles, et que le fait de s'adapter, ce n'est pas non plus trahir une cuisine. On a le droit d'aimer une cuisine qui n'est pas spéciale, on a le droit de pratiquer sans toujours comprendre parfaitement. Ça fait partie de l'apprentissage, et surtout, on a le droit de cuisiner librement ce qu'on respecte. Moi, j'aime l'idée de pouvoir avoir le droit d'aimer une cuisine sans la sacraliser, sans qu'elle soit spéciale. C'est pas parce qu'elle est pas spéciale qu'on ne peut pas l'apprécier, qu'on peut pas la pratiquer. Je fais toujours l'effort d'essayer de comprendre ce que je fais. Parfois, je ne sais pas ce que je ne sais pas, donc parfois je passe à côté de certains fondamentaux, mais c'est pas grave. Dès que je m'en rends compte, je réincorpore cette compréhension dans ma pratique. Et surtout, ce que j'aime, c'est de pouvoir cuisiner librement dans ma cuisine. En fait, ma cuisine, c'est vraiment mon labo d'expérimentation. Bon, il est 8h30, il va être temps pour moi d'aller prendre un petit déjeuner et de filer au travail. Donc, si cet épisode t'a permis de voir la cuisine autrement, si t'as kiffé ta vibes pendant ce petit laps de temps avec moi, eh bien, le meilleur moyen de soutenir le podcast, c'est de laisser une bonne note et un commentaire. Et encore mieux, tu peux le partager parce que c'est ça qui a vraiment de la valeur aujourd'hui. Pas besoin de le faire parfaitement. Juste le faire, c'est déjà très bien. Et c'est très japonais de faire simple, je te le rappelle. Voilà. Donc ça aide énormément à faire vivre. Tu me régales. On sait tous que les podcasts, ça a du mal à décoller. Donc vraiment, je compte sur toi. Un petit partage à des amis, à de la famille, à une personne susceptible d'être intéressée par ce sujet, à se désacraliser en cuisine. Voilà. Je le rappelle, la cuisine japonaise n'est pas une vitrine. Tu peux me rejoindre sur les réseaux. Et écoute, moi je vais filer parce que vraiment là, j'ai le ventre qui fait du bruit. Allez, ciao ciao.